Allez, on va s'attaquer donc au premier paquet. Donc, ce sont les fiches de personnages, les pré-tirés. Donc, ce que vous avez pu voir si vous avez suivi euh, l'actuel play qu'on a fait avec le professeur Kiefer et puis Arthur Cambouli qui est traducteur du jeu. Donc là, voilà, on a Fracas de Trivelle. Donc, je vais pas tous les passer, je vous les montre vite fait. Elles sont sympas. Je les trouve assez sympas. Je suis passé en plein écran sans le vouloir et c'est vachement cool. Je vois ce que je fais. Euh, Donc voilà, avec les petits saucissons, les dents, la bouteille de vin. Euh, donc heureusement qu'ils nous ont filé des pré-tirés comme ça, parce que ça, à imprimer, vous torpillez, torpillez l'imprimante, quoi. Euh, Salut Acest, bienvenue. Donc voilà, on a les 12. Non, je sais pas s'il y en a 12, mais ou 9, je me rappelle plus. Euh, Fracas de Trivelle, on a Sire Guérin de Rocastre. On a la marionnette qui s'appelle Nefle. Vous voyez peut-être pas les... Voilà, vous voyez peut-être un peu mieux. Nefl, on a Phénésia qui était jouée par Dizae, on a Uria, la barbare, et nous avons Yolanda de la maison Savoureux, le personnage préféré du professeur Kiefer. Voilà, donc elles sont toutes en couleur recto-verso. Premier petit truc. Le deuxième, c'est une feuille cartonnée, donc avec la couverture de l'édition Dragon Rouge de Brancalonia. Donc ça, c'est, si je dis pas de conneries, ça doit être la couverture du livre de base. Et je me demande si dedans, il n'y a pas aussi la couverture du fameux El Famoso Macaronicon. Hop, on va regarder au cas où. Vous voyez, j'ai pas menti, hein, je l'ai pas encore ouvert. Je vous ai attendu jusqu'au bout. Mais a priori, si, il y en a deux. Alors, je pense qu'on a les deux. Et du coup, la deuxième couverture qui est quand même, je trouve, vachement chouette. Euh, voilà, les deux illustrations donc, de Nicolas Bernardelli. Donc ça, quand vous achetez la version exclusive de Brancalonia, donc Dragon Rouge, c'est ça que vous avez sur la couverture. J'ai beaucoup hésité sur quelle édition choisir. Est-ce que je prenais Dragon Rouge ou est-ce que je prenais la classique ou Grand Vert. Par rapport à mes goûts, édition Grand Vert, j'aime pas du tout parce qu'en fait c'est juste tout blanc avec une couverture sympa, avec un peu texturé de tout ça, mais c'est vide, hein, c'est tout blanc, il y a juste le titre. J'ai trouvé ça enfin, je trouvais pas ça fou. Euh, Édition Dragon Rouge, j'ai trouvé ça sympa, elles sont très chouettes, mais c'est trop rouge en fait, ça fait rouge, toute la gamme est rouge, ça fait un gros bloc, un gros pavé. J'ai pas trop eu envie, hein, j'ai préféré rester sur le classique parce que ben, c'est plus diversifié et les illustrations me parlent un petit peu plus. Donc ça, je vais pas l'ouvrir. Ce sont des fiches de personnages vierges en couleur, donc il doit y en avoir une dizaine. Voilà, inutile d'ouvrir ça. Ensuite, on a un truc sympa, mais je suis légèrement déçu. C'est-à-dire que nous avons ce petit livret qui contient normalement toutes les illustrations dans le bouquin. Donc une espèce de fan art avec à chaque fois le nom de l'illustrateur, hein, tout ça. Donc c'est très chouette. Maintenant, je trouve qu'ils auraient pu le faire format A4 pour que ça aille avec tout le reste. Là, c'est tout petit format, ça doit être du A5. Et bah, je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est vraiment histoire de râler. Salut Widge. Euh, donc, euh, donc voilà. Par contre, voilà, moi, les illustrations, je les trouve vraiment chouettes. Tout en couleur, vraiment, qui colle très bien à l'univers et à ce que moi je me représente en tout cas du jeu. La bande blanche en dessous gâche un peu. Je suis un peu d'accord. D'un autre côté, vous avez sur la bande blanche quand même le nom de l'illustration, le nom du dessinateur, quand même. Et bah, quand il y a des personnages, le nom des personnages. Donc je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir le nom des illustrateurs parce que ça passe souvent un peu en arrière-plan. Et il manque un petit peu, je trouve, pas de reconnaissance, mais je trouve que c'est quand même pas mal de les mettre un petit peu en avant. Euh, donc voilà. Ça a été quelque chose qui a été débloqué, je pense, avec les paliers au financement. Donc bon.
Niveau papier, niveau coût, je comprends que le fait de faire du A5, ce soit un petit peu plus économique. Voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est vraiment histoire d'être un petit peu tatillon. Ok, là on commence à passer dans le lourd, là. Donc on va commencer par ce premier supplément. On fera le livre de base et le macaronicon à la fin. Ça, c'est le premier supplément, c'est le numéro 1 à 3 de la Gazette, le Porte-Malheur. En fait, le Porte-Malheur, c'est une espèce de journal avec des nouvelles, avec tout un tas de petits trucs comme ça. Et en fait, ils l'ont compilé pour faire un petit ouvrage. Avec, ben, vous avez des graines de scénario, vous avez des petites mises en contexte, vous avez la description de certains lieux. Je vais pas la passer entièrement pour vous montrer, mais voilà, c'est vraiment imitation journal avec de très jolies lettres, tout ça. Je crois qu'il y a des petits, voilà, certains résumés de certaines réalités communes bien connues, des événements, des phases lunaires, ce genre de trucs. Donc voilà, ça compile un petit peu tout. Il y a un truc que je trouve vachement cool, c'est celui-là, c'est cette page. Donc ça, à partir de là, je vais pas vous le montrer. Le couvent des Catherinettes, en fait, c'est une espèce d'extension qu'on peut jouer au cours d'un des scénarios qui s'appelle le Carnaval Rouge. Et c'est le scénario que j'ai choisi euh, pour faire jouer incessamment sous peu, enfin, d'ici quelques temps, en actual play sur Dice Story. Ce sera le scénario que j'ai choisi, donc Carnaval Rouge. Je l'ai testé déjà 2 fois. Je trouve le scénario très sympa, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il passera plutôt bien en actual play, enfin en live sur Twitch. Et je me souviens plus, c'est de la traduction c'est Gazette ou c'est exclusif FR? Non, non, c'est de la traduction. Il n'y a pas eu de. À ma connaissance, il n'y a eu qu'une seule chose en exclusivité FR. Ce sont 2 scénarios qui ont été respectivement écrites par Frédéric Meurin et Arthur Cambouli. Mais sinon, ça, c'est de la traduction. Donc voilà, je vais passer plusieurs pages. Euh, donc voilà, c'est la Gazette du Porte-Malheur. Ça explique pas mal de petits contextes, des recherches, des mœurs, des lieux, des gens, des rumeurs. Ouais, numéro 3 à chaque fois, donc avec la date et tout ça, il y a plusieurs. Enfin, c'est très sympa, quoi. Je l'ai pas encore lu, hein, très sincèrement. Pour le moment, je l'ai pas encore lu. Les meilleurs, ouais. C'est vrai qu'ils font un excellent travail. On a donc justement bah, ce dont on vient parler. Le recueil de 2 scénarios avec l'une de mes illustrations préférées. Donc on a 2 scénarios. Mec, il est où le repère? Donc ça c'est un petit clin d'œil au film Et mec, elle est où ma caisse? Je sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, c'est un film sympa. Et Le sang de Christomessia. Donc si je dis pas de bêtises, le premier c'est Frédéric Meurin. Voilà. Auteur Frédéric Meurin. Note de l'auteur, bah désolé. Voilà, c'est sa note. Et donc on va pas le spoiler, moi je l'ai pas lu encore, mais ce qu'on peut voir c'est que de toute façon il y a encore une fois ben, des illustrations. Je trouve la maquette super, c'est-à-dire qu'on a une maquette fond beige, papier un peu vieux papier, donc du coup ça fait, c'est pas blanc-blanc donc ça fait moins mal aux yeux. Euh, toutes les grandes rubriques sont en rouge foncé, ça c'est bien. Tous des trucs intéressants genre quel jet de dés faire, à quel moment vous les avez en gras. Donc je trouve que c'est super visuel. Quelques petits encarts comme ça, fond jaune, lettres rouges. Toujours pareil, ça agresse pas les yeux. C'est du format A4. Donc format A4, moi j'aime beaucoup, même si bon, le format MOOC a fait aussi ses preuves. Les annexes, donc avec des illustrations qui ont été reprises, hein. Et ça, c'est le deuxième scénario, donc celui d'Arthur Camboli. Donc un grand merci à Fred, donc c'est moi-même, n'est-ce pas? Non, c'est faux, c'est Fred Meurin. Et à Vincent, voilà, ainsi qu'à Pierre pour ses précieux conseils. Donc voilà, ça c'est le scénario d'Arthur, que je n'ai pas lu non plus, et qui, de mémoire, je crois, est un petit peu tourné dark quand même, hein. C'est-à-dire que Brancalonia, on se marre, c'est rigolo, c'est un peu potache tout ça. J'allais dire potiche, mais c'est plutôt potache. Mais il y a quand même son lot de trucs un petit peu dark, et je crois que ce scénario essaye de montrer un petit peu cet aspect. Donc pareil, je ne l'ai pas lu. J'ai cru voir quelque part qu'il y avait plusieurs façons de résoudre ce mystère. Euh, donc voilà.
On va pas s'étendre plus longtemps sur ce petit supplément. On a... Alors ça, je savais pas qu'il y avait ça. Ah, ça c'est chouette. On a une pochette en carton rigide avec tous les plans des villes. Regardez un peu ça. Bon, c'est pas recto verso, mais on s'en fout un peu. Mais vous avez tout le plan de toutes les villes de la Brancalonie. Et en plus, vous le sentez pas, hein, mais vous le sentez pas, mais ça sent l'impression, le neuf, tout ça. Moi, j'aime bien l'odeur en fait des bouquins comme ça qui viennent d'être imprimés et qu'on ouvre. Ça a un nom, hein, je crois, hein, ce truc, hein, mais je me rappelle plus. Voilà, donc je vais pas tous les faire, mais voilà, il y a tous les plans de toutes les villes, et ça, je trouve que c'est un plus non négligeable. Ça fait vraiment plaisir. Hop. Et donc, on va voir ce que donne cet écran. Alors, c'est un écran en 3 volets. Et alors, il va pas rentrer à la cam entièrement, mais je vais vous montrer ça. Donc voilà, il commence ici. Hop. Voilà. Là. J'ai pas la place, putain, j'ai le mur à côté qui m'empêche de tout montrer. Donc voilà, je le trouve très chouette. J'aime beaucoup les écrans qui sont pas trop hauts, en fait. Là, ça fait format A4, mais en mode paysage. Du coup, ça permet de quand même, quand tu joues en IRL, de pouvoir voir les gens, en fait, avec qui tu joues et pas d'être complètement caché. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les tableaux concernant les règles de la RIX, puisque la RIX fait partie intégrante du système de jeu. Donc, je crois que c'était Alceste qui m'avait posé la question sur Twitter. Je ne sais pas si tu es encore là, mais du coup, je vais répondre à ta question. Je trouve qu'effectivement, Brancalonia se dénote beaucoup de Donjons et Dragons. Alors, j'ai pas énormément d'expérience sur Donjons et Dragons, mais là, vous avez des règles spécifiques de combat de taverne qui fonctionnent vraiment bien. Quand vous créez vos personnages, vous avez des prises spéciales exclusives à la taverne pour les bastons en fonction de votre espèce et en fonction de votre classe. Et après, vous avez des prises un petit peu communes, un petit peu à tout le monde, que vous pouvez prendre ou pas en achetant, en dépensant d'XP. Donc voilà, ça c'est déjà un gros truc sur l'univers. Ensuite, on a les tableaux des méfaits, des primes et des notoriétés. C'est-à-dire que quand vous faites un peu trop la teuf dans la taverne et que vous vous en mettez vraiment, vous roulez sous la table, etc., quand vous vous réveillez, il peut se passer des trucs. Et encore une fois, le professeur Kiefer va adorer ce jeu puisque nous avons des tables aléatoires pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. On a aussi donc les risques du métier, c'est-à-dire quand on commence une mission, on va lancer un dé 100, et selon ce qui se passe, ça peut vous compliquer la vie. Par exemple, un marchand demande de l'aide au canaille dans le cadre d'une transaction illicite. Donc voilà, vous êtes en pleine mission et il y a un type qui va venir vous emmerder à vous demander des quêtes, hein, un petit peu comme un certain chevalier qui nous a demandé de retrouver sa monture dans notre actuel play. Voilà, quête épique, tout ça, Brancalonia. Et ici, on a la relâche. Donc, justement, c'est tous les trucs qu'on peut faire quand on travaille pas. Puisque le but de Brancalonia, c'est de se débarrasser très vite de toutes les corvées pour justement aller faire la bringue et puis se la couler douce. Donc voilà, c'est un écran qui, au final, va pas donner grand-chose en termes de points de règle, mais va donner voilà, tout ce qui fait la spécificité de Brancalonia, quoi. Alors par contre, je sais jamais plier les écrans. Voilà, parfait. Très chouette écran, moi j'aime beaucoup. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Voici donc le livre de base en édition classique, donc avec l'illustration d'origine, celle qui a été faite dans la version italienne et anglaise du jeu. Donc c'est le livre de base. Hop. Avec la table des matières, un index dès le début, ça c'est très bien vu. Et alors, la table des matières? La table des matières n'y est pas. Donc elle doit être à la fin. Ça déjà c'est un truc que j'aime pas. Mais bon, on a un index, c'est quand même pas si mal. Pizza Dag et Mandoline, donc en fait le jeu vous explique d'abord un petit peu le setting, à quoi vous allez jouer, le monde,
Vous allez enchaîner sur les... Ouais, il doit être à la fin, je pense, le truc. On enchaîne sur les espèces de Brancalonia, donc les espèces principales, puisqu'il y en a d'autres dans l'extension. On a les humains, bon, on va pas revenir dessus, les humains, c'est les humains classiques. Vous avez les malbranches. Les malbranches, ce sont des espèces de diables. C'est pas tout à fait les tieflins, là, c'est plutôt des diables qui se sont échappés de la bouche de l'enfer, en fait, tout simplement. Sauf que le fait de venir sur le continent italien leur a fait perdre une grosse partie de leur pouvoir. Donc, ils sont moins puissants que quand ils étaient diables en enfer. Vous avez ensuite les malbranches. Les malbranches, en fait, ce sont des... je dis pas de conneries, en fait. Oui, c'est ça, les malbranches, c'est les diables. Et les marionnettes, ce sont les hommes de bois. Vous pouvez jouer Pinocchio, par exemple, vous pouvez jouer un homme de bois. Donc c'est une créature qui a été façonnée, sculptée, justement, par des travailleurs, des artisans, des travailleurs du bois, et donc qui, avec un certain bois qui s'appelle, je ne sais plus, je ne me rappelle plus le nom. Vite fait, est-ce que je peux le retrouver? Bon, je ne me rappelle plus le nom du bois, mais c'est un truc vraiment spécifique féerique, et donc c'est grâce à ça qu'ils arrivent à animer le bois et en faire des vrais petits garçons. Les Morgans. Les Morgans, donc c'est juste des humains, mais qui font entre 2 mètres et 2 mètres 50 de haut, qui sont... c'est Bud Spencer, en fait, hein, c'est la réplique de Bud Spencer. Donc voilà, c'est bourru, c'est ce que jouait le professeur Kiefer dans l'actuel play, hein, avec le fameux... je me souviens même plus de son nom, quoi. Moine, c'est un moine Morgan. On a les mystiques. Les mystiques, ce sont des humains aussi, en fait. Il y a beaucoup d'humains dans ce jeu. Les mystiques, ce sont des humains qui sont nés avec une espèce de don pour la magie. Donc ils ont des petits bonus dans ce style. On a ensuite les Sylvains. Les Sylvains, ce ne sont pas des elfes, heureusement. Il n'y a pas d'elfes dans ce jeu, et ça, c'est une très bonne chose. Les Sylvains, grosso modo, c'est une espèce tribale. C'est les sauvages, c'est les montagnards, c'est voilà, ceux qui sont un petit peu... qui vivent en campagne et tout ça, en marge de la société, donc qui sont un petit peu plus sauvages, un petit peu plus bourrus, et du coup, un petit peu plus en communion avec la nature, hein, puisqu'ils ont vous voyez, des traits spécifiques, enfants des bois, hein, donc ils peuvent se cacher même si ils sont que légèrement voilés par le feuillage. Instinct primitif, trait de Rix dur à cuire. Voilà. Ensuite, on a les classes. On va les passer vite fait parce que c'est quand même intéressant. Donc chez les barbares, on a le païen. Euh, voilà, qui se met en berserk, c'est un petit peu classico-classique. Le barde, Harlequin, qui maîtrise le collège du carnaval, donc c'est pour faire le bouffon, pour jouer la comédie. Et je crois qu'il l'Arlequin remet enfin, ce masque en fait avec des masques de théâtre, hein, selon un petit peu ses émotions, tout ça. On a le druide, le Benandante, qui est un petit peu dark, hein, comme druide, hein. Voilà, cercle de la danse macabre, déjà ça annonce un peu la couleur. Gardien de la danse macabre, ce genre de truc. Donc c'est pas vraiment de la nécromancie, mais c'est du druide un peu dark quand même. Supersticien, c'est excellent comme classe. C'est chez les ensorceleurs, hein, ça joue avec la chance. Voilà, il y a tout un tas de petits sorts sympas. Des rituels aussi. On a le guerrier, le spadassin. Donc spadassin, voilà, c'est vraiment très classique avec l'école d'escrime. Où on peut choisir justement plusieurs trucs, hein, de houx et d'épée, dueliste, coup calculé. Donc je vais pas dire que c'est sans saveur parce que ça colle quand même vraiment beaucoup au thème dans Brancalonia, mais voilà, c'est sans surprise. Si tu joues guerrier, tu sais un petit peu à quoi t'attendre, quoi. Magicien, on a le Guiscard. Le Guiscard qui est une espèce de chasseur de trésors, un collectionneur de reliques. Puisque il faut rappeler une chose, c'est que dans Brancalonia, tous les objets sont pourris. Tout est vieux, tout est vétuste, tout est abîmé. Et du coup, si les canailles, donc c'est le nom qu'on donne au PJ, si les canailles partent en mission, c'est pour gagner de la thune, mais pas pour investir ou quoi que ce soit, c'est pour la dépenser à l'auberge, pour se beurrer la gueule, pour manger comme des cochons, voilà, s'offrir tout un tas de services de débauche, et dès le lendemain d'être
dans la paille, quoi, pour recommencer à trouver une autre mission. Et donc, ben, parmi les archétypes, parmi les classes, vous avez les Guiscards qui, eux, cherchent justement des artefacts, des trucs un petit peu précieux. On a donc le frère Fracasse, ça y est, je me suis souvenu de son nom, le frère Fracasse, donc par Kiefer dans l'actual play, le moine, l'archétype du moine, qui maîtrise la voix de la castagne, qui a des gros bonus quand il frappe à main nue, hein, donc faut vraiment, voilà. Quand on voit cette illustration, c'est clairement Bud Spencer qui vous met un lion dans la gueule, quoi. Donc, Et enfin, on a les deux derniers, c'est le paladin, donc le chevalier errant. C'est très rigolo, ça fait très chevaleresque, un peu Don Quichotte. On a chez le prêtre le faiseur de miracles. Donc voilà, avec des sorts un petit peu connus, hein, appel au saint, conduit divin, ce genre de truc. Et le dernier, El Famoso, et c'est celui que moi je jouais justement dans l'actual play, c'est le rôdeur, le matador, hein. Le matador, c'est un rôdeur qui n'est pas à distance, qui est au corps à corps, qui a un fouet, qui dresse les animaux sauvages, et son truc à lui, voilà, c'est de faire des spectacles, de dresser des créatures pour gagner quelques pièces, et donc ben, il est généralement utilisé comme guide, ou envoyé quand il y a des créatures un petit peu récalcitrantes, quoi. Et je pensais que c'était les derniers, mais en fait, il y en a d'autres, en fait, c'est génial. On a chez le roublard, on a le brigand. Donc, typiquement, le brigand, c'est Robin des Bois. Voilà, sauf qu'il vole pas aux riches pour nourrir les pauvres, il vole aux riches pour donner à lui, en fait. Voilà. Et enfin, le sorcier, le Jettatore. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais j'aime bien. Et j'ai les confondu avec le sorcier de tout à l'heure, puisque c'est celui-ci qui joue avec la chance, en fait. Qui lance le mauvais œil, qui est vachement sympa à jouer. Du coup, l'autre, je ne sais plus ce que c'était, ses particularités. Le supersticien. Ah voilà, des enchanteurs, des charmeurs, experts en malédiction et en manipulation de féerie. Voilà. C'est ce que jouait notre très cher Disae dans l'actuel play. Et il faut savoir que la particularité de Brancalonia, c'est que vous ne pourrez pas dépasser le niveau 6. C'est un jeu qui est fait pour être joué en bas niveau. Donc au niveau 6, vous ne pourrez pas aller plus loin. Il y a quand même des façons d'améliorer vos personnages, puisqu'il y a un système où vous gagnez des rixes, où vous gagnez des trucs comme ça. Mais vous êtes des petites canailles, des petites crapules, et donc vous ne pouvez pas jouer un personnage de niveau 15 qui défonce tout, parce que ce n'est pas du tout l'esprit du jeu, en fait. Un gros point fort, un truc qui m'a beaucoup séduit, moi, dans ce jeu, c'est qu'on a un repère. Le repère, c'est l'espèce de QG qui réunit les PJ, et avec un chef, alors soit c'est un PNJ, soit c'est l'un des PJ ou quoi. Et le repère a de ça de chouette que bah, c'est un endroit où vous pouvez vous reposer, où vous pouvez bah, de temps en temps faire la fête, vous retrouver. Mais vous pouvez aussi l'améliorer. Il y a des règles d'XP pour ajouter par exemple une écurie, pour ajouter une forge, pour ce genre de truc, une cantine, une distillerie. Vous voyez, on peut mettre un marché noir. Vous pouvez échanger du matériel contre des accommodations. Donc les accommodations, c'est justement ça, c'est des pièces supplémentaires. Donc vous pouvez le customiser effectivement, sachant qu'il y a, voilà, c'est ça que je cherchais, absolument pas. Je sais plus où c'est, mais vous avez un tableau aléatoire. Voilà, c'est pas un tableau aléatoire. En fait, c'est des exemples de repères où on vous explique qu'est-ce que vous pouvez faire comme style de repère. Donc un corps de ferme abandonné, un ancien refuge de montagne, une ruine draconique, une épave sur le rivage, une grotte secrète, un monastère à moitié abandonné, une tour visible depuis la ville, une caravane de marchands, un petit tripot au cœur d'une grande ville. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs. Créer son gang pour le faire moins possible créer son gang pour en faire le moins possible par la suite. C'est exactement ça. Sauf que ben, Brancalonia porte bien son nom, puisque ben, la plupart des gens que vous allez recruter sont des branquignoles. Le petit, vous le voyez peut-être pas, mais il y a le petit. Ah, c'est chiant. Tac, 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 est-ce que je peux. Voilà, je vais essayer juste comme ça. Le petit signet, qui va très bien, qui est très très pratique. Moi j'aime bien quand il y en a un. Généralement, ça fait partie d'un palier dans le pledge. Donc les méfaits, on y est venu tout à l'heure.
euh, l'argent dans le jeu, ce genre de trucs. Alors là, on a tout ce qui est prise, donc les prises de risque, les prises magiques, puisque quand on joue un magicien, ben, dans les tavernes, on fait des prises magiques. Les aptitudes de classe de risque, donc par exemple, vous voyez que le moine, il a le déluge de baffe, le paladin, il a le châtiment du vin. J'adore le jeu de mots, le châtiment du vin. Le barde, il fait du kung fusion. Confusion, voilà. Enfin, mais c'est nul, mais c'est génial en fait. Il y a que des mots comme ça, des jeux de mots à la con, et c'est super. Euh, Les jeux de tripot. Alors, si vous n'avez pas vu la superbe compétition qu'on s'est lancée avec Critical Play, voilà, vous avez donc dans ce jeu tout un tas de jeux de tripot avec toutes les règles, des jeux de cartes, des jeux de tape-tonneau, de la Rix. Donc voilà, les tavernes sont au cœur du jeu. Et bah tout est expliqué quoi. L'équipement ici de mauvaise qualité, puisque comme je vous l'ai dit, tout l'équipement dans ce jeu est naze. Il est rouillé, il est tordu, il est à moitié cassé, il est rafistolé. Vous n'aurez jamais une épée magnifique, à moins que vous la voliez sur quelqu'un. Voilà. De même, si vous essayez d'acheter de l'équipement, bah, vous allez acheter des contrefaçons. Voilà, c'est pareil pour les potions. C'est pareil pour les objets magiques. Vous voyez, ça s'appelle Camelot magique. Euh, tout est un petit peu cassé. Les souvenirs, ça c'est très rigolo. Les souvenirs, c'est quand vous gagnez. Salut Rosa. Quand vous gagnez une baston dans une taverne, vous pouvez choisir plusieurs options pour finir en fait votre adversaire. Vous pouvez lui administrer la dernière claque, vraiment histoire de l'humilier jusqu'au bout. Vous pouvez prendre un souvenir sur lui. Et donc les souvenirs, ben, c'est un des 20 qu'on lance, et puis ben, vous pouvez repartir avec des objets un petit peu qui servent absolument à rien, mais que vous pouvez arborer comme des trophées de risque. Voilà. Les canailles et la justice du royaume, donc voilà tout les montants de la prime, parce qu'au fur et à mesure que les joueurs et joueuses vont faire des conneries, ben leur prime va augmenter aux yeux de la loi, et quand un PJ commence à valoir cher, et ben ça attire les chasseurs de primes, ça attire n'importe qui voudrait se faire un petit peu de pognon. Euh, voilà, formuler des prophéties. Après, donc vous avez justement tous les descriptifs de toutes les régions et des villes euh, du royaume d'Estalie, de l'État, Estalie. Je me rappelle plus comment on le dit. Et il y a de ça de bien, c'est que à chaque fois que vous regardez une région, vous avez donc le descriptif. Vous avez, donc là on est sur la Lasie par exemple. Le descriptif, vous avez le credo. Le credo, c'est des espèces de trucs religieux. Euh, Vous avez le descriptif donc des différents endroits, mais également des petites graines de scénario, le genre de corvée. L'émission donc s'appelle des corvées, le genre de corvée que vous pouvez trouver. Voilà, ça s'appelle les royaumes d'Italie. Je savais bien que j'étais pas loin. Voilà, à chaque fois, ça vous montre le style de corvée que vous pouvez trouver. Là, on voit que donc ça doit être une blague, et je pense de Frédéric Meurin et d'Arthur Cambouli qui m'ont dit que j'allais avoir un bouquin avec des tâches un petit peu de partout. Non, c'est faux, en fait, tous ils ont ça. Mais je trouve ça vachement sympa, hein, le fait qu'on puisse pas tout lire parce qu'il y a quelqu'un qui a renversé des trucs dessus. Euh, c'est super marrant. Donc voilà, ça continue sur le descriptif, et il y en a vraiment beaucoup, hein. On vous parle ensuite des 7 mers et demi du royaume. Voilà, j'aime beaucoup le et demi. Donc parce que vous pouvez aussi partir vous engager sur une galère pour faire des corvées en mer, pour aller voir les monstres qui s'y cachent. Et c'est déjà pas mal. Ensuite, c'est les scénarios. Ensuite, c'est ça qui est bien, c'est que dans ce livre de base, vous avez plusieurs scénarios. Je crois qu'il y en a 5 ou 6. Je vais pas vous les montrer en détail, même si certaines, vous voyez, des battle maps et tout, c'est génial en fait. Vous avez vraiment des illustrations, des battle maps, tout est clé en main. Tout est bien expliqué. Euh, voilà, le secret des sangliers hurlants, hein, donc ça envoie du rêve hein, comme mission. On est loin de la chasse au dragon de la mine, je sais plus quoi. Vous avez donc les battle maps, ça je trouve ça super en fait. C'est vraiment bien vu. Et voilà, rien que le nom
le nom des scénarios, quoi. Le bon, la brute et la marionnette. Donc voilà, il y a beaucoup de second degré. C'est vraiment très sympa. Et après, à la fin, un petit bestiaire qu'on ne va pas spoiler. Voilà, ça c'est le livre de base qui, avouons-le, se suffit à lui-même. Il y a tout, il y a de quoi jouer, vraiment, tout ce qu'il faut. Mais c'est pas fini. On a le supplément qui, à mes yeux, est indispensable. Rien que le titre envoie du rêve, c'est le Macaronicon. De second degré, hein, bien évidemment, encore une fois. Et le Macaronicon est génial dans le sens où vous avez donc... tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé s'il y avait la table des matières à la fin du bouquin, mais bon. L'index, c'est pas mal hein, quand même, hein, ça vous met vraiment tout ce qu'il y a. C'est écrit en petit, mais c'est pas mal parce que vous pouvez trouver rapidement les informations qui vous intéressent. Donc vous avez de nouvelles espèces, et pas des moindres, puisque vous avez les nouvelles sous-espèces de marionnettes. Je vous avais dit, hein, vous pouvez jouer Pinocchio dans ce jeu. Mais vous avez d'autres formes de marionnettes. Vous pouvez jouer le poupon, le Saint-Sylve. Il me semble qu'il y en avait une troisième. Ah non, la troisième c'est dans l'autre. Donc vous pouvez jouer le Pinocchio, le pantin zagarien. Voilà, ça c'est les deux types de marionnettes qu'il y avait dans le livre de base. Et là vous avez donc en plus le poupon qui vient donc avec ses spécificités. Le Saint-Sylve, pareil, qui vient avec ses spécificités. Et vous avez là l'espèce qui, je pense, va attirer énormément de personnes, puisqu'on peut jouer un chat lupestre. Le chat lupestre, ben, concrètement, dans Shrek, c'est le chapeauté, quoi. Voilà, vous pouvez jouer le chapeauté. Vous pouvez l'imaginer en barde, en arlequin, jouer la comédie, avoir une rapière à la ceinture, faire ses yeux tout mignons, c'est possible dans Brancalonia, sauf que ce chapeauté est une canaille, c'est une petite ordure qui vole, qui triche, qui peut-être tue même, on ne sait pas. Mais dans ce jeu, voilà, vous jouez des anti-héros, quoi. Hein, vous avez rien de reluisant. Vous êtes recherché, tout ça. Chalupestre, excellente comme espèce. Vous avez aussi les inexistants. Ça, c'est super original, puisque les inexistants ben, n'existent pas. Ce sont des hommes invisibles. Donc on ne les voit pas. Par contre, ils ne peuvent exister que s'ils sont vêtus de vêtements ou d'une armure. Donc en gros, vous allez voir une armure avec rien dedans, qui va bouger. Aux yeux du monde, c'est normal. Voilà, ils se posent pas plus de questions que ça. Mais du coup, voilà, les inexistants, pour pouvoir exister, ben, ils doivent un petit peu copier, ils doivent s'approprier des vêtements, ils doivent voilà, se trouver un langage, un accent, ce genre de truc. Donc ils copient un petit peu. Et c'est vachement cool. Euh, on a ensuite une de mes espèces préférées. Ça me rappelle beaucoup Nightcrawler. On joue, puisqu'on joue des chats, pourquoi on jouerait pas des rats? Donc on joue les ratons. Les ratons, donc, qui s'appellent aussi des murinés. Donc c'est des petits hommes rats qui peuvent avoir plusieurs apparences hein, différentes. Hein, les musaraignes, les souris, tout ce que vous voulez. Donc les ratons ont des capacités qui sont juste géniales. Vous êtes immunisé contre les maladies. Vous bénéficiez de la maîtrise des compétences discrétion et perception. Et vous subissez un désavantage à tous vos jets de sauvegarde contre la peur. Voilà, vous êtes super rapide pour vous barrer, pour abandonner vos copains. Et ça, c'est cool. Donc en plus des nouvelles espèces de marionnettes, on a la nouvelle classe qui s'appelle le marionnettiste. C'est une classe qui est excellente puisque en tant que marionnettiste, vous créez vos propres marionnettes et toutes vos marionnettes ont des stats et des compétences différentes. Euh, Et donc c'est juste génial, voilà, vous créez différents pantins. Euh, Gepetto, Manche-Feu, euh, voilà, vous en avez plusieurs, donc ça c'est juste génial. Cette classe a l'air cool. Ouais, elle est vraiment cool. Je pense qu'elle est un petit peu complexe, un petit peu tricky à jouer. Mais je pense elle est super cool. Là, ici, vous avez les encadrés, justement, avec les différentes marionnettes à jouer. Il y en a quand même pas mal. Donc ça, c'est super cool. Ensuite, on a les nouveaux archétypes. Donc pour le barbare, on a le montagnard. Le montagnard, c'est une classe qui fabrique sa propre gnôle. Et chaque gnôle a ses spécificités. Donc vous êtes un ivrogne et vous l'assumez. Vous connaissez l'art ancestral du grappanel. Voilà, donc vous faites votre propre vin.
Et le Drapanel, donc voilà, il y a le Demoncello, ce qui vous permet de voir dans l'obscurité à une distance. Vous pouvez déplacer sur les surfaces verticales, y compris le plafond. Donc voilà, c'est avec cette boisson, vous grimpez au plafond, quoi. Donc il y en a plein, c'est vachement cool. Donc ça, c'est en plus de l'archétype barbare qu'il y a dans Dragon. Pour le barde, on a le Guapo. Le Guapo, c'est une espèce de barde criminel. C'est voilà, le criminel que tout le monde adore, c'est la belle gueule. euh, qui triche, qui vole, mais qui est super playboy et que tout le monde apprécie, quoi. C'est un peu le gredin du village, mais c'est super sympa. Hérésiarque, je sais plus trop ce qu'il fait, mais je crois qu'en fait, lui, il combat l'enfer. Son truc, c'est la magie infernale. Voilà, vous apprenez des sorts supplémentaires lorsque vous atteignez un certain niveau dans cette classe, la table des sorts infernaux. Euh, voilà, donc ça, c'est sympa. Les classes magiques, ça n'a jamais été mon truc. Vous avez le guerrier, le bravo. C'est l'un des archétypes guerriers que j'ai trouvé le plus cool dans la plupart des jeux de rôle que j'ai pu voir. C'est un connard, c'est un guerrier, c'est un connard. Son truc, c'est combattant des rues et il a des crasses. Les crasses, c'est tout ce qui est indigne dans les combats, c'est le sable dans les yeux, l'attaque traîtresse, les coups de boule inattendus, la guérilla. Le souffre-douleur, donc vous pouvez rediriger des coups contre des coéquipiers à vous pour vous protéger. Voilà, vous envoyez du sable dans les yeux pour empêcher les casteurs de faire des magies. C'est génial, quoi. Et donc vous avez des dés de tricherie qui vous permettent d'activer ces crasses. Donc c'est vraiment super sympa, quoi. On a le garde suisse chez le moine. Donc, je suis désolé, hein, je sais pas si c'est super à voir pour vous. J'essaye de faire un peu au mieux. Ouais, en fait, c'est pire. Hop. Voilà, le garde suisse, donc c'est les gardes qu'il y a au Vatican, donc avec des techniques qui se battent à une espèce de hallebarde, donc la voie du Svandish, donc avec un entraînement, l'entraînement de la garde, le dogme sacré. Voilà, c'est très original, je trouve, comme classe de moine, très sympa. Pour le paladin, on a le chevalier servant, et ça, c'est très rigolo, puisque le chevalier servant, vous faites un serment d'amour, en fait, envers une personne. Et en fait, c'est un chevalier, voilà, romantique, en prose, tout en délicatesse, voilà, qui croit en l'amour véritable et qui va œuvrer au nom de cet amour alors qu'il a probablement jamais vu la personne de qui il est amoureux. Probablement une princesse ou la femme d'un autre, on ne sait pas. Mais voilà, c'est très sympa. En prêtre, on a l'exorciste. Alors, tous les archétypes sont au masculin. Effectivement, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est au masculin. Ça m'a pas choqué plus que ça parce que c'est le nom des métiers. Euh, Mais bon, ouais, effectivement, je pense que ça peut. Un exorciste, ouais, le féminin, c'est pareil en fait. Chasseur de vermine, donc pour le féminin, ce serait chasseuse de vermine. Mais effectivement, le parti pris du bouquin, c'est que le masculin l'emporte. Donc voilà, prêtre exorciste. Voilà, moi ça me dit pas grand-chose. C'est pas le genre de truc qui me fait vibrer, mais voilà, ça a le mérite d'exister dans ce jeu. Le rôdeur chasseur de vermine, alors avec un archétype de chapeauté justement, de chat lupestre, puisque le chasseur de vermine, c'est celui qui va donner la chasse aux rats, et donc qui connaît très bien la ville, qui sait se mouvoir justement dans les ruelles sombres, ce genre de choses. Donc voilà, on a des nouveaux traits de personnalité, des nouveaux historiques, euh, et ça c'est cool. Euh, des nouveaux équipements, de nouveaux sorts, de nouvelles camelotes magiques. Et surtout, eh ben, on a justement, alors on a du supplément de contexte, hein, la caravane de manche-feu, vous avez des trucs comme ça, donc ça donne du contenu en fait au royaume. On vous explique pas mal de trucs sur la féerie, tout ça. Mais surtout, vous avez du coup d'autres scénarios. Je crois qu'ils sont au nombre de 6. Ah oui, vous avez des recettes. Des recettes de cuisine, hein, quand même. Ça, c'est quand même assez rare, hein. Le ragoût de triton.
Alors j'y pense car je joue principalement des personnages féminins. Mais c'est pas incompatible, hein, en fait, le jeu n'a pas de parti pris ou quoi. D'ailleurs, si vous regardez les personnages pré-tirés, la moitié des personnages pré-tirés est féminin, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et du coup, voilà, et à la fin, donc de tout la fin du bouquin, ce sont des scénarios, je crois qu'il y en a 5-6, pareil, dont le fameux Carnaval Rouge, donc le scénario que je vais essayer de faire en live, peut-être d'ici la fin de l'année, que j'ai trouvé très rigolo. Euh, voilà. Les cartes, toujours bien vues, donc on retrouve après dans la petite pochette de l'écran. Euh, voilà. Encore des battle maps, ça je trouve ça génial. En plus, je trouve qu'il y a une patte spécifique qui colle vraiment bien en fait au comment dire, au thème du jeu en fait, tout simplement. La truie divine, voilà, ça envoie du rêve hein, quand même comme nom de scénario quoi. On sent bien qu'on va pas faire des étincelles quoi, hein. Voilà. À quand le livre de cuisine pour tester ses recettes? Eh ben, tu rigoles, mais de mémoire, voilà, donc avec la couverture originale du Macaronicon que je trouve vraiment super cool. Euh, voilà, grosso modo, au niveau du pledge, on en a fait le tour. Moi, je suis très content, je trouve que les bouquins sont magnifiques. J'ai reçu tout en excellent état. Donc, là-dessus, je suis ravi.